Alors, on va passer tout de suite à Laïnek Urban, qui va peut-être essayer de répondre à cette question, justement, que je réponds toujours à ceux qui commencent les nouvelles par Haïti, le pays le plus pauvre du monde, un des pays les plus pauvres du monde. Haïti, où puises-tu tant de courage et de savoir pour résister pendant plus de 2 siècles à tant d'assauts? Où? Peut-être dans la religion et la culture. Merci Laïnek de nous présenter Habiter le monde. Bon, nous allons essayer de allonger un peu, de poursuivre ce que j'avais essayé d'insinuer, de dire ce matin. Je voudrais partir de l'expérience du tremblement de terre, d'abord de 2010, parce qu'il est question de parler de la manière d'habiter le monde. Nous demandons qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Et à partir de là, j'essaierai de voir ce que représentent les luttes contre l'esclavage et l'après-révolution de 1804, ce qu'elle nous apporte aujourd'hui comme leçon pour habiter le monde actuel. Mais je tâcherai, ce faisant, d'essayer de reprendre ce problème-là à partir d'une autre manière de comprendre le habiter, surtout en nous basant sur le fameux texte de Heidegger concernant la signification du mot habiter, qui ne va pas de soi pour tout le monde. Donc, pendant la semaine précédant le tremblement de terre, il y avait des graffitis un peu partout dans Port-au-Prince qui disaient « Contrat la terre fini ». Le contrat de la terre a expiré. Dans l'après-midi fatidique du 12 janvier 2010, des cris montaient de la foule jetée dans les rues couvertes d'une poussière blanche, et ces cris ressemblaient étrangement, pour moi qui étais au milieu du Champ de Mars de Port-au-Prince, le fameux parc du centre-ville, eh bien, ces cris ressemblaient pour moi à des cris de victoire. Arrêtez tout, c'est ce que j'entendais. Le palais national est tombé, la cathédrale est tombée. Écoutez, laissez votre voiture de côté. Moi, j'étais en voiture, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, s'il fallait aller à droite, s'il fallait aller à gauche. À gauche, je me dis, n'allez pas, tout droit, n'allez pas. Bon, je suis mis au milieu du Champ de Mars à attendre. Et il m'a semblé que les gens étaient assez presque heureux. Je suis malheureux de parler ainsi, parce qu'on dirait que, pour eux, on dirait qu'enfin, le monde finit par disparaître. La vérité du monde est dévoilée, joie, pleurs de joie. On ne peut plus séjourner en ce monde, il ne mérite pas qu'on y habite. Mais vous connaissez la maxime de Kant, fiat justitia et pereat mundus. Que la justice soit et que le monde périsse, et que le monde disparaisse. Donc, je me pose la question, mais le monde était-il donc habitable? La question a des résonances d'une très grande actualité. Elle est probablement d'une vieille d'au moins 50 ans, de plus que 50 ans, en tout cas vieille des 2 dernières guerres. Et cette question nous ramène à l'idée de l'obsolescence de l'homme de Günther Anders, mais surtout, cette question nous ramène au cœur de la nouvelle fragilité avérée de la Terre avec l'inexorable avancée du réchauffement climatique. Ce n'est pas nécessairement ce chemin philosophique qu'il nous importera de prendre. Je voudrais seulement que la question philosophique de ce monde, qui est de plus en plus fragile, je voudrais que cette question philosophique reste un peu sous-jacente à notre propos, pour que nous puissions interroger ce que Haïti,
par son histoire, sa culture et sa littérature, nous apprennent sur la manière d'habiter le monde. Donc, nous allons revenir à nouveau sur la double expérience haïtienne, celle donc, de la période esclavagiste et celle de l'après-révolution 1804. La condition d'esclavage s'éprouve donc déjà durant le temps de la traversée de l'Atlantique dans les cales des négriers. Là, nous découvrons que l'esclave n'a pas de monde. Il vit dans la raréfaction de monde. Et la mer est ici un tombeau, comme Césaire l'a exprimé, comme Derek Walcott en particulier l'a dit, et il a écrit, il a poétisé. L'esclave vit donc déjà dans la mort parce qu'il est pauvre en monde, il n'a pas de monde. Et Heidegger disait que, effectivement, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est précisément que l'animal est pauvre en monde. Et la situation de l'esclave, comme on le rappelait ce matin, c'est précisément la pauvreté en monde. Donc, sous ce rapport-là, l'esclave n'ayant pas de monde, l'esclave n'habite pas. Il n'habite pas parce que lui est ôté ce par quoi il peut tisser sa relation au monde. Son corps n'est rien d'autre que le patrimoine du maître, du moins selon le point de vue du maître. À bien réfléchir, c'est depuis la conquête que se déploie le mouvement que nous connaissons aujourd'hui du mode d'habitation du monde comme monde à posséder. Et ce monde comme monde à conquérir, à posséder, à bâtir, ce monde-là, eh bien, ils somment amérindiens et esclaves déportés à vivre comme étrangers et comme exilés. Donc, ce monde s'étire aujourd'hui de la conquête et parvient jusqu'à nous aujourd'hui sous une nouvelle mais inquiétante figure, l'âge de l'Anthropocène. Stade ultime et résultat probable du processus de colonisation du monde où l'homme lui-même ne fait qu'agir qu'en vue de la destruction de ce qu'il prétend lui-même habiter. Mais connaissant le désabritement et donc la détériorisation, l'esclave a cherché par le marronnage à s'échapper à cette pauvreté en monde. Mais là, je voudrais rappeler qu'il y a une autre manière de comprendre la signification du marronnage. Le marronnage, on le comprend trop souvent comme une quête d'espace physique où se réfugier. Ce n'est pas ce point de vue que je retiendrai personnellement. Je crois que le marronnage, c'est la création d'un monde de signification et donc d'un monde de retrouvailles de l'ancien esclave, de l'esclave, avec son propre corps. Donc, c'est-à-dire une manière de chercher à retrouver un monde propre, ce que j'essaie d'expliquer justement, mais retrouver un monde propre, c'est non pas trouver tout simplement un monde physique, c'est en même temps donner sens au monde. Le sens du monde et le monde sont à appréhender d'un seul et même tenant, comme le développe récemment un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michael Fessel, dans un ouvrage qui précisément est intitulé « Après la fin du monde ». J'ai trouvé une claire expression de cette quête d'habiter, qui n'est point quête d'espace physique, dans William Du Bois, quand il écrit « L'Église nègre précède la maison nègre ». Tout se passe en effet comme si la tâche la plus importante pour l'esclave marron, c'est de trouver les ressources sémantiques qui lui permettent de se reconstruire. Rappelons que
l'alphabétisation étant interdite aux esclaves, il fallait que les esclaves trouvent diverses formes d'expressivité propres pouvant transfigurer l'expérience de la terreur de l'institution esclavagiste. La langue, d'abord, la langue créole, la musique et la danse comme nous l'avons vu aujourd'hui, et puis la peinture pour se créer un nouvel ordre visuel, autre que celui de la colonisation du monde, et puis, effectivement, la littérature. Voilà les premières formes de l'habiter. Habiter ici, alors, je reviens à Heidegger, justement, qui essaie d'expliquer que habiter n'est pas bâtir, mais habiter est la condition même du bâtir, disait Heidegger à partir d'une étude philologique du mot habiter. Et habiter, c'est d'abord et finalement habiter un langage où, si l'on veut, ce pouvoir de ressources imaginaires et symboliques sans lesquelles on est maintenu en vie comme déjà mort, ressources imaginaires et symboliques qui mettent les hommes en contact les uns avec les autres, c'est-à-dire en relation. Et évidemment, nous savons qu'il y a eu les fameux dévoiements et dérives de Heidegger. Ce ne sont pas ces dérives et ces fourvoiements qui nous intéressent ici. Il y a plutôt un infigurable dans le projet d'habiter qui résiste à toute tentative d'enracinement et de possession, ou plus exactement d'une appropriation privée de morceaux de terre. Mais que se passe-t-il maintenant quand les esclaves finissent par renverser le système esclavagiste par une révolution comme celle qui a produit Haïti en 1804 et dont nous avons tous parlé depuis ce matin? Pas de doute qu'advient pour moi ce qu'on peut appeler l'ouverture d'un nouveau monde. Ce nouveau monde ne correspond pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à un retour au monde précolombien, même si Dessalines, le leader de l'indépendance, appelait son armée l'armée des Incas et reprenait le nom indien Haïti pour placer dans l'oubli le temps d'humiliation que représente le temps de Saint-Domingue. Même si également les esclaves portent dorénavant le titre d'habitant qui était réservé aux colons et qui, donc, si les esclaves redeviennent les véritables habitants de l'espace. Non, nous suggérons qu'il s'agit bien plus d'une problématique pas assez explorée ni approfondie et qui est, à mon avis, celle de nouveaux mondes, de possibilités ouvertes par la révolution haïtienne, qui est un appel à voir le monde non plus comme héritage de conquérants et de maîtres, mais comme un monde qui est encore loin de déployer toutes ses significations face aux tentatives encore à l'ordre du jour de s'approprier le monde aujourd'hui. Alors, sous ce rapport, je voudrais vous citer un texte que j'aime beaucoup, qui est repris par Paul Gilroy en particulier, qui est un texte de Toni Morrison, qui convient, à mon avis, de méditer pour nous permettre de parler du monde d'aujourd'hui dans lequel, justement, nous sommes en train de penser l'après, ce que signifie l'après 1804 de la Révolution haïtienne pour nous aujourd'hui. L'esclavage a coupé le monde en deux. Il a transformé les Européens, il en a fait des maîtres d'esclaves, il les a rendus fous. Vous ne pouvez pas avoir fait ça pendant des centaines d'années sans que rien ne se passe. Ils ont dû se déshumaniser, et je ne parle pas seulement des esclaves eux-mêmes. Ils ont dû à tout reconstruire pour que ce système ait l'air vrai. Sortir donc d'un monde coupé en deux, donc deux mondes clivés, requiert d'inventer un nouveau monde. Dans la mémoire des luttes des esclaves et des révoltes,
il y a l'immense poids de la révolution haïtienne dont il convient de méditer toute la portée universelle pour le monde qu'il convient dorénavant de rêver d'habiter. D'abord, il y a les savoirs encore inexplorés depuis l'esclavage outre-Atlantique qu'il faut exhumer et que la décolonisation qui a été faite récemment, c'est-à-dire il y a 60 ans, il y a 70 ans, et que ces décolonisations n'ont pas eu le temps de permettre d'explorer. Il faut exhumer ces savoirs inexplorés, il faut les mettre en lumière leur impact pour un monde dont l'Occident ne peut plus être le centre. Deuxièmement, il faudrait ensuite penser que le monde est effectivement de plus en plus inhabitable et qu'il faille dorénavant interroger ce que les pays du Sud, ceux qui n'ont pas connu eux-mêmes la pratique coloniale pour eux-mêmes, peuvent apporter pour une réinvention du monde. Mais aussi, enfin, dans la visée de réinventer le monde, cette visée qui est une tâche entreprise par les arts et la littérature, eh bien, dans cette visée-là, nous devons lire qu'il s'agit d'une véritable utopie, puisque, effectivement, l'espace d'Haïti est réduit d'année en année à une peau de chagrin, puisque c'est en masse que des Haïtiens sont rejetés des campagnes vers les villes pour envahir des pays environnants, un peu comme les migrants qui déferlent vers la Méditerranée en attente, comme Godot, aux portes de l'Europe. Les conditions de l'après-révolution ont été donc particulièrement rudes pour plusieurs raisons. D'abord, l'environnement esclavagiste et colonial, c'est partout, tout le 19e siècle, pendant que Haïti est libre, ça a été dit. Ensuite, dans un même temps, c'est précisément pendant le 19e siècle que la remontée du racisme anti-noir à prétention scientifique se fait de plus en plus violente. Et enfin, on a parlé évidemment de la fameuse dette dite des indemnités pour les colons, et surtout le mouvement général de colonisation du monde qui est parti justement face à la perte d'Haïti et qui a commencé directement par l'invasion d'Algérie, comme pour oublier la défaite de Saint-Domingue. Mais à l'interne, Haïti a été pris donc dans la construction d'un État à protéger, pour protéger l'indépendance, et dans la question de la propriété de la terre, et surtout, Haïti restait prise dans la problématique de la sortie effective de la hiérarchisation raciale héritée de l'esclavage. Donc, le prix à payer pour que Haïti puisse exister a été incommensurable pour sauver la signification de ce que représente l'indépendance de 1804. Là, ça a été incommensurable, mais l'apport d'Haïti demeure inoubliable. D'abord, par le combat anticolonialiste maintenu pour le Venezuela, la Colombie, et ouvert pour l'ensemble des pays de l'Amérique latine, par l'inspiration que représente donc la révolution haïtienne pour toutes les chaînes d'insurrection des esclaves de la Caraïbe, et effectivement par toute une littérature et par les arts par lesquels on a essayé d'approcher, d'essayer de comprendre ce que représente Haïti dans le monde et pour laquelle l'ensemble des Haïtiens qui sont dans la littérature et dans les arts n'arrêtent pas de présenter ces défis d'Haïti au monde qui appellent à l'utopie. Et je voudrais justement finir avec cette idée qui me paraît quelque part importante en ce qui concerne
le problème de l'habité du monde comme un habité qui précisément qui demeure, comme justement la leçon inaugurale de Yannick Laens l'a dit, qui demeure d'une urgence, qui demeure d'une très grande urgence aujourd'hui, et cet habité reste une utopie vers laquelle tous les peuples devraient pouvoir tendre, une utopie vers laquelle tous les peuples doivent pouvoir tendre, vers un monde qui serait non pas seulement physique, mais ce monde qui serait un lieu d'échange, un lieu de la relation au sens de glissant, un lieu où les peuples peuvent s'entendre. Cette utopie qui est, à mon avis, dite dans les arts, en particulier dans la musique, nous l'avons vu ce matin, mais je voudrais tout de suite dire, pour terminer, un mot que Jean Casimir et moi nous avons entendu récemment à Port-au-Prince, que nous avons essayé de rappeler, qui est un mot de Gérard-Pierre Charles, de feu Gérard-Pierre Charles, un ami, et il disait que toute affaire politique cessante, il nous faut réfléchir à ce que la Caraïbe peut apporter à la joie du monde. Merci beaucoup. Alors, merci Michel, j'avais oublié de remercier Michel, et merci Laennec. Alors, voilà, la période des questions est ouverte. Oui, bien, la question, vous devez répondre aux questions.